Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Punkin Dev. Aujourd'hui, je reçois non pas une personne, mais deux personnes pour un nouveau concept. Plus on est de fous, plus on rit. Je reçois donc Anthony et Colin. Bonjour messieurs, comment allez-vous ? Bonsoir, nickel et toi ? Eh ben ça va bien. Anthony, comment ça va ? Ça va très bien aujourd'hui, c'était sympa ce qu'on a fait hier, donc voilà. Alors tu dis hier, je sais pas quand sera publié l'épisode, oui. Mais hier il y avait la Global Day. Je vous ai invité messieurs, mais avant toute chose, ça aurait été sympa que vous puissiez vous présenter. Anthony, à toi l'honneur. Alors moi, je suis développeur depuis plusieurs années, je compte même plus, j'arrive plus à compter, mais du coup voilà, je fais du front principalement, et j'aime bien tout ce qui est autour du software craftsmanship, et autour de tout ce qui est du style aussi, parce que dans le métier de front, il n'y a pas que des algorithmes, il y a aussi des fois du style graphique, et j'aime bien toutes les pratiques qu'il y a autour de ça par exemple. Donc tu essaies de coder avec du style, donc. Joliment dit. N'est-ce pas ? Et Colin, à toi maintenant. Eh ben, je m'appelle Colin Damon, je suis développeur Java depuis 2009, parce que moi je compte encore, je suis sorti d'école en 2009. Et je suis super impressionné d'être ici, parce que bon, être reçu par une star telle que Punkin Dev, c'est un peu, moi c'est un peu impressionnant, donc je vais essayer de me prêter à l'exercice du mieux possible. Venant de celui qui passe sa vie à streamer sur Twitch avec beaucoup plus de viewers que moi. Mais c'est rigolo. Puisqu'on parle de Twitch, j'ai remarqué depuis quand même pas mal de temps, vous avez tous les deux beaucoup pris le pied de faire pas mal de com externe via Twitch entre autres, par le biais de la chaîne Ipon de votre boîte. Si on remonte avant ça, alors je vais pas faire style, on se connaît pas, on se connaît depuis un petit moment, on se croise beaucoup en meet-up, en conf. Vous avez tous les deux pas mal de com externe, j'imagine de com interne, et je serais curieux de savoir justement comment ça vous est venu de faire toute cette com autour de DDD, du software, craftsmanship, de tout ça. Comment ça vous est venu ? Comment vous avez réussi à amener ça dans votre ESN ? Parce que toutes les ESN ne sont pas forcément intéressées par le concept. Et enfin voilà, comment c'est venu ? Qu'est-ce que ça vous apporte ? Je te propose de raconter un peu la genèse du truc. Donc si je dis pas de bêtises, octobre 2017, quelque chose comme ça, j'arrive chez Ipon à Lyon. J'étais à Clermont, envie de changement, envie d'aller voir autre chose. Et les hasards, les choses, les discussions avec les gens qui étaient là font que je suis amené à écrire un petit livre blanc qui s'appelle Clean Coding, où je drop un peu ce que j'avais en tête sur ces sujets qui m'intéressaient beaucoup à l'époque. Et ce livre blanc, je l'envoie en relecture en interne, et puis un collègue apparaît qui dit « Oh putain, il y a quelqu'un que ça intéresse !» Mais let's go, je démarre un truc, parce que moi, ça fait des années que je cherche des gens pour essayer de lancer un engrenage sur ça. C'est quelque chose que fait pas du tout Ipon aujourd'hui. Ipon, c'est une boîte de technophiles. À cette époque, chez Ipon, on parlait essentiellement de Jeepster, donc qui a été initié chez Ipon par Julien Dubois. Et on était en train de commencer à faire du cloud avec un collègue justement lyonnais qui était en train d'impulser tout un mouvement sur le cloud. Et donc, on est vraiment dans une boîte de technophiles, et ce collègue apparaît, il dit « Attendez, c'est incroyable. J'ai quelqu'un qui s'intéresse aux méthodes. » Je prends les 5 personnes que j'ai identifiées dans la boîte qui font ça, je les rassemble dans une réunion, et on lance un truc. Et lui, il avait déjà des idées en tête. Il dit « Moi, je veux lancer une communauté craft, mais il faut qu'on arrive à promouvoir le craftsmanship chez Ipon. Il faut un leader pour cette communauté pour porter ça, mais ça peut pas être moi. » Alors, à cette époque, le « ça peut pas être moi », je savais pas trop pourquoi, mais c'est qu'en fait, lui, il était sur le départ. Et donc, les doigts se sont un peu tournés vers moi parce que comme j'avais fait ce livre blanc, etc., les gens ont dit voilà, ça va être Colin. Moi, j'ai dit on va être très clair, il y a des choses que je peux faire, des choses que je peux pas faire. Animer, faire des trucs, essayer d'impulser de l'énergie, je peux le faire, ça me pose aucun problème. Organiser, planifier, communiquer, je sais pas faire, je suis catastrophiquement mauvais là-dessus, et donc il faudra m'aider sur ça. On décide plusieurs choses dans cette réunion. On décide que le premier format sur lequel on veut communiquer, ça va être des lives internes
parce qu'on a Workplace, c'est le Facebook des entreprises, et on se dit que ça ne nous coûtera pas grand-chose de faire des lives là-dessus, donc on peut commencer à communiquer en interne là-dessus. Et on décide aussi rapidement de créer une branche, on va dire, au programme de formation et de mentoring qu'on a chez Hippon, qui s'appelle Black Belt. Et donc on décide de créer une branche software craftsmanship là-dessus. Et Anthony, toi, tu arrives chez Hippon quelques mois après cette fameuse première réunion, quelque chose comme ça, dans la première énergie, je pense. Ouais, moi je pense que je suis arrivé avant les lives d'ailleurs, avant qu'on fasse des lives sur Workplace. Et en fait, on a, avec quelqu'un d'autre chez Hippon, un de nos collègues, on a choisi un peu ce que tu avais prévu pour la belt. On l'a essayé de le hiérarchiser un peu. Parce qu'en fait, dans les belts, si tu veux, on a plusieurs niveaux. On a des niveaux qui vont de orange à marron. Et il y a noir aussi, bien sûr. Mais voilà, il n'y a pas de jaune, par exemple, en ceinture, etc. Et on commence par la blanche. Et l'idée, c'est qu'il faut qu'on mette des choses dans chacun des niveaux, et on a justement commencé à mettre ça en place. Et je pense que le programme Black Belt qu'on utilise encore aujourd'hui est assez intéressant comme point d'entrée vers le craftsmanship dans la société. Sur notre belt, en fait, on a 7 branches. Donc avec des choses qui s'appellent hard skills et soft skills, parce que côté RH ça parle, mais voilà, il y a des hard skills, des soft skills, et sur chacune de ces 7 familles d'objectifs, à chaque niveau de belt, il va y avoir quelque chose à faire. Et la belt craftsmanship, aujourd'hui, c'est très clairement une des plus dures et une des plus demandantes chez Hippon, mais elle est appréciée. Les gens qui se lancent dedans, voilà, c'est quand même un certain engagement de se dire bon, ok, je veux faire celle-là, je sais que c'est un gros morceau, mais pour l'instant, on a des très bons retours dessus. En tout cas, de ceux qui passent effectivement les étapes, parce que tout le monde effectivement gère le temps. En fait, on n'impose pas du temps aux gens pour ça. Ils peuvent mettre des années, ils peuvent mettre des mois. Enfin, il n'y a pas de durée imposée là-dedans. C'est vraiment au rythme de chacun, et on n'est pas là non plus en tant que, parce qu'on a un système de mentoring, on n'est pas là pour les pousser à faire des choses. C'est plutôt eux qui font des choses et qui nous sollicitent pour les aider. On est allé un tout petit peu trop loin dans le temps, je pense, parce qu'en fait, entre 2018, le début de ce truc, et la belt active et des lives, en fait, il s'est passé un peu plus d'une année. On va être tout à fait honnête. Sur 2018, on a fait des lives, on a continué à faire des choses. Moi, j'étais dans une mission où j'étais pas très bien, donc c'était difficile d'impulser des choses quand toi-même t'es pas au top. Et donc, il y a cette année où on a fait des lives, on a construit la belt, mais voilà, c'est une année un peu de rodage. On a appris à faire des lives aussi. Moi, j'ai peut-être eu un contexte avant toi qui était peut-être un peu plus sympa, où j'ai pu commencer à expérimenter des choses autour de certaines choses de craftsmanship, parce que en fait, j'ai eu la chance de me retrouver dans une équipe où j'ai été entouré par que des gens qui voulaient faire ça. Et puis suite à ça, on a eu une autre équipe ensemble, on en parlera peut-être tout à l'heure, où on était ensemble justement sur une mission. Voilà, donc il y a tout de 2018, donc début 2018 ça allait bien, l'impulsion, fin 2018-2019 un peu plus compliqué, un peu de choses à relancer. Effectivement, fin 2019, on se retrouve tous les deux, mais avec d'autres personnes qui étaient intéressées, qui étaient en train de suivre la belt, qui étaient identifiées comme un moteur, sur la même mission. Donc on était 5, je crois, 6. On était, c'est une chose comme ça, mais c'est vrai qu'on n'était pas un gros plateau, etc. On était vraiment une équipe qui va très bien dans la mouvance agile, finalement, une équipe qui arrive à être à une échelle où tout le monde voit ce qu'il fait, on voit qui a quel rôle, etc. Et c'était très clair, finalement, sur cet aspect-là, sur les rôles, du moins. Et donc on se retrouve dans cette équipe, et avec une mission, c'est pas qu'elle est challengeante, c'est qu'elle est impossible en fait sur le papier. Et donc on fait semblant de se regarder 4 secondes en se disant tous les trucs où on est vraiment convaincu, où on a pu en essayer des petits morceaux au cours de ces dernières années, mais faisons la totale quoi. On a l'équipe idéale, et de toute façon le seul moyen d'avoir une chance de réussir cette mission, à notre sens, c'est d'y aller. Et donc on le fait. On met en place tout ce qu'on veut, on fait du domain-driven design, qu'on met dans une architecture hexagonale. Bien sûr, on se plante, bien sûr, on fait des erreurs, bien sûr, il y a des choses qui ne vont pas. Mais on l'a sorti dans les clous, dans les temps, le projet, avec toutes les difficultés qu'on peut imaginer, bien sûr.
Tu vois, on était relativement convaincus et on est ressorti encore plus convaincus des bienfaits de ces approches et de ces manières de faire. Voilà, moi je voulais dire juste une chose, c'est qu'on n'a pas non plus cherché à mettre tous les éléments qu'on avait vus. C'est-à-dire on n'a pas, par exemple, on n'a pas mis d'event sourcing dans le projet, mais on l'a fait consciemment. C'est-à-dire que moi, juste pour faire une petite aparté là-dessus, j'entends souvent dire ah ben tiens, comment on fait des projets sans event sourcing quand on fait du craftsmanship, je me dis, ou du DDD. Je me dis mais en fait nous on pourrait se poser la question plutôt comment on fait du DDD avec de l'event sourcing, parce que il y a des outils qui existent, est-ce qu'on on doit pas forcément toujours les mettre, etc. Donc moi je pense que c'est bien de se dire ok, on va mettre les outils mais on est conscient qu'on va mettre certains et pas d'autres, etc. Donc on sort de là tout début 2020. On monte un autre projet pour un autre client d'une échelle totalement différente. On reproduit le truc parce qu'il y avait certaines personnes de l'équipe. Pareil, une efficacité, mais on se retrouve dans la situation où le backlog est terminé, il est mangé, et ça déroule, etc. Et donc, moi, j'ai reproduit ce schéma plusieurs fois depuis. Et donc, d'avoir ce schéma où ça conforte un peu dans l'idée, ok, ces pratiques sont intéressantes. En parallèle, on continue nos lives, on continue de former des gens sur ce programme Black Belt, on continue d'écrire des articles. Quelque part là-dedans, dans cette période avec Anthony, on va à DDD Europe. Et je pense que c'est une milestone importante dans ce truc. Je sais pas si tu partages, Anto. Bah si, parce que le fait d'être allé à DDD Europe, par exemple, juste pour montrer un exemple, on a vu un atelier on a participé à un atelier avec Alberto Brandolini, où sur l'event storming, d'ailleurs on a quelques infos là-dessus, mais je pense qu'on va pas détailler l'event storming en lui-même, mais au moins on a pu voir une autre façon de voir l'event storming que celle qu'on avait comprise, et c'était super intéressant de le voir par la personne finalement qui l'a créé, quoi. Et moi, ce que je trouve intéressant aussi avec cette histoire de DDD Europe, c'est qu'on avait réussi quand même, avec nos vidéos, avec nos lives, avec ce qu'on racontait, avec l'investissement qu'on avait dans les meet-up locaux, à convaincre la société de nous payer le billet. Parce que c'est des billets, le billet d'entrée est cher, le billet d'avion est cher, le billet d'hôtel est cher, le déstaffing est cher. Enfin, c'est une conférence qui a un coût, et on a réussi à convaincre les gens, ok, il faut qu'on y aille. Et donc on continue ça, et puis est arrivé un petit événement, je ne sais pas si vous en avez entendu parler à ce moment-là, Covid. On dit rien. Ouais, non. Voilà, qui a changé des choses. Et moi, cette idée de lancer une chaîne Twitch, je l'avais lancée il y a un moment parce qu'on s'était toujours dit avec cette communauté, dès la première réunion, on s'est dit on fait en interne. Et quand en interne, tout le monde a déjà entendu parler de craft, etc., on l'externalise. Et c'était une idée qu'on avait jour 1. Et donc, j'avais proposé la chaîne Twitch. On m'avait dit, non, Twitch, voilà... les gens en marketing, etc., connaissaient même pas la plateforme. Moi, j'étais déjà consommateur de Twitch. Et donc, le Covid, etc., ça a permis de redire, bon, allez, on remet une pièce, quoi. Et donc, on a lancé cette chaîne il y a un peu plus d'1 an maintenant. Voilà, au début, un live par semaine, on a appris, puis on est passé à 2 lives par semaine. Puis là, on va rechanger des choses, mais voilà. Peut-être faire une petite rétro de cette chaîne, Anto. Moi je trouve que quand même c'est intéressant d'avoir cette chaîne. Après tout n'est pas parfait non plus. Par exemple c'est vrai qu'on est assez actif avec Colin sur cette chaîne. Nous on aime bien s'il y a d'autres gens d'ailleurs qui participent, y compris des gens qui sont à l'extérieur mais aussi à l'interne de la boîte, mais c'est pas toujours facile. On a tendance à être très centré sur Lyon, et nous on aimerait justement qu'on soit moins centré. C'est un peu ça qu'on s'est dit dernièrement, c'est d'être moins centré sur Lyon, montrer des choses qu'on peut faire des choses ailleurs que sur Lyon d'ailleurs. Ça peut être très sympa, je pense. Et donc après à peu près 1 an de chaîne, on fait le live de rétro d'1 an avec notre meilleur sponsor depuis le début sur tout ce qu'on fait, qui n'est autre que le directeur général de Hippon, Geoffrey, qui est vraiment qui nous sponsorise et qui nous soutient depuis le début sur toutes ces initiatives. Et donc on fait un live de rétro, et pendant le live, il nous dit en fait Devox va se faire, Devox France va se faire, et on sait pas quoi faire comme stand. Et on dit vas-y, let's go, on live depuis le stand. Du coup on l'a fait. On n'a pas fait les lives qu'on pensait faire pour plein de raisons. Déjà parce que notre stand était beaucoup plus bruyant que ce qu'on pensait, donc les trucs qu'on avait prévus marchaient pas. Mais on s'est retrouvé à faire 18 interviews sur 3 jours. J'ai laissé ma voix au Palais des Congrès d'ailleurs, si vous la voyez, n'hésitez pas à me la ramener.
avoir, on a eu c'était incroyable les gens qu'on a eu. On a eu 4 Java Champions français. On a eu des interviews incroyables. On a fait des trucs trop bien. On a eu Punkin Dev qui est passé faire une interview. Enfin, vraiment, c'était fou. Mais pour le coup, moi j'ai trouvé ça super classe. Ça faisait une conf au sein de la conf, c'est-à-dire qu'il y avait des Vox qui vivaient sa vie, et au sein de des Vox, il y avait ce truc-là avec des interviews, du stream toute la journée. Ça permettait aux gens qui n'étaient pas là de suivre, d'avoir un espèce de différé avec les acteurs de Devox en live. J'ai trouvé ça assez incroyable. Effectivement, j'ai pu passer en interview aussi, c'était plutôt rigolo. Mais ouais, c'était une super initiative, et ça a donné, pour moi, ça a participé un peu à l'impulsion qu'avait Devox, au-delà de retrouver une grande conf comme ça en présentiel après aussi longtemps sans se voir. Mais ça en a fait partie, et franchement, rien que pour ça valait le coup. Et moi, il y a un truc aussi, alors ça s'est peut-être moins vu, en tout cas sur les lives, etc. Et pour vous, c'était peut-être moins flagrant, mais notre stand cette année à Devox, que ça coûte une fortune un stand à Devox, comme vous l'imaginez, notre stand cette année, il n'y a pas écrit Digital Data Cloud, qui est notre nouveau truc, machin. Ça parle pas de Data et de Cloud. Il y a 4 hashtags dessus: Software Craftsmanship, Type-Driven Development, Test-Driven Development, Domain-Driven Design. C'est-à-dire que moi, en arrivant en fin 2017, le Craftsmanship, il y avait 4 autres personnes qui en avaient entendu parler. C'était pas du tout quelque chose chez Ipon. Et aujourd'hui, à Devox, qui est un événement important pour Ipon, qu'on soutient depuis le début, qui est une communauté de laquelle on est très proche, notre stand ne parle que de ça. Donc, cette impulsion qu'on a réussi à mettre, ce petit truc de départ par opportunité, par coup de chance, nous a amené à cette étape-là. Et il y a quelque chose dont on n'a pas du tout parlé dans le flux là, mais c'est que vous imaginez bien qu'il y a au milieu de ça des terrachiers d'initiatives abortées. Mais c'est pas grave en fait. Je pense que le plan qui nous a permis d'aller vers ça, c'est que on a appris à ce que chaque initiative, on n'y mette pas trop d'énergie. On met une petite pièce quand on a une idée et on voit si ça prend. Si ça prend pas, on l'abandonne. Vraiment, c'est la même approche que sur du code. C'est j'essaye quelque chose et si ça va pas, j'arrête. J'arrête de mettre de l'énergie, j'arrête de m'investir. Et je vais essaimer plein de petites idées et juste nourrir un peu celles qui prennent et voir où ça va. Et là-dedans, ouais, on a eu plein de trucs qui ont jamais rien fait. Mais c'est pas grave. Peut-être on les ressortira, peut-être on les ressortira pas. Mais pour moi, ça fait vraiment partie de ce qui a réussi à faire avancer ça. Mais ça, c'était possible que grâce à une culture qui est très 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 fortement en place chez Ipon, qui est, si tu veux que quelque chose se fasse, fais-le. Et tu as le droit de te planter, tu as le droit de prendre des initiatives. Mais cette culture qui est vraiment forte, qui est vraiment une des bases de la société, c'est celle-là, à mon avis, qui nous a permis d'insuffler ça. Mais il y a aussi une autre chose, c'est que toi tu disais, il y a plusieurs choses qui ont échoué, effectivement. Il y a eu pas mal de choses qui n'ont pas abouti finalement, plus que échoué. Mais des fois, ça arrive que des choses qui ont, par un moment, qui sont pas passées, par la suite passent et du coup se transforment et deviennent reviennent sur le devant. Et nous aussi on est assez des fois surpris, mais des fois agréablement surpris de ça, parce que ça nous permet de construire aussi d'autres choses avec. Donc c'est pas parce que on a eu quelque chose qui n'a pas abouti dans le passé que ça veut pas dire que c'est définitif. Mais pour moi, le vrai point intéressant dans ce qu'on dit là, c'est qu'il faudrait pas, enfin à mon sens, il faudrait pas s'arrêter sur ce point-là, s'arrêter sur cet échec et se dire ah bah c'est fini, plus rien va pouvoir se passer, mais plutôt entamer autre chose. Et vraiment cette mécanique-là, moi je pense que si j'ai un message à donner, ça serait d'avoir ce fonctionnement-là si jamais on veut changer des choses finalement dans notre environnement et mieux s'adapter donc nous-mêmes à l'environnement, et aussi faire en sorte que l'environnement soit plus propice à ce qu'on veut faire. Un exemple de ça, c'est la chaîne Twitch. Moi, j'ai lancé l'initiative, on m'a dit non. Elle a été relancée, c'est pas moi qui l'ai relancée. Hein. C'est un collègue à Lille qui a dit non, mais vraiment, cette chaîne Twitch, faut qu'on la fasse, qui s'est débattu un peu et ça s'est lancé. Voilà, je trouve ça super intéressant. C'est une super conclusion à mon sens. J'aime beaucoup cette vision qui au final est très
très agile, c'est un peu, j'ai l'impression qu'on code un peu comme ça. C'est le principe du test commit revert. On teste un truc, ça marche, on pousse, ça marche pas, tant pis, on aborte et puis peut-être on y reviendra, peut-être pas, on s'en fiche. Et la démarche me parle puisque très clairement c'est comme ça qu'est né le podcast. J'ai investi un tout petit peu au démarrage et puis si ça n'avait pas pris, j'aurais arrêté et puis ça prend, du coup je continue. Vous êtes là et c'est aussi un bon appel à tous ceux qui voudraient faire des trucs mais qui n'osent pas, qui savent pas, qui attendent des choses. Si vous voulez voir des choses naître, n'hésitez pas à le faire. Et si vous êtes dans un contexte où il y a vraiment, on vous met trop de bâtons dans les roues, des fois changer de contexte. Je vais pas faire de la pub pour Ypon, mais visiblement c'est un contexte où vous avez pu trouver moyen de faire des choses, vous épanouir. Et il y en a d'autres, il y a d'autres façons de le faire, mais c'est quand même encourageant pour la qualité de vie des devs moyens dans notre pays. Je trouve que c'est un bon signal. Et il y a un autre truc dont on n'a pas parlé et qui est toujours quelque chose qui est dans ma tête, moi, qui est... Moi, je suis toujours pas convaincu que ces méthodes de craft, etc., ce soit la bonne manière de faire du dev. Je suis pas sûr qu'il y ait une bonne manière de faire du dev. Plus ça va, plus je l'essaye, plus je le mets en place dans des contextes très différents, plus je suis convaincu, plus je fais des erreurs. Souvent, les erreurs, c'est la transmission et comment on fait après quand nous, on n'est plus là. Mais ça facilite aussi... la création d'une communauté, c'est-à-dire que quand nous-mêmes on est de plus en plus convaincus du bien fondé de ce qu'on raconte, avec des petits essais, avec des petits succès, c'est plus facile de convaincre les autres. Parce que même s'il y a toujours cette petite voix quelque part qui dit peut-être que c'est pas ça, peut-être que le DDD c'est pas... voilà. C'est pas quelque chose d'efficace. À mesure qu'on réussit des missions dans des contextes différents, avec des équipes différentes, qui marchent bien en utilisant certains outils du DDD, cette voix, elle se tait de plus en plus. Donc c'est plus facile aussi d'embarquer les gens avec nous. Mais par contre, dans ce que tu dis, moi, ce que je pense qui est toujours important, c'est d'être capable de se dire, ok, si demain, on s'aperçoit que telle chose qu'on a mis en place pendant des années marche pas, plutôt que se dire non, on va continuer dans cette direction-là, être capable, et c'est un travail qui est pas simple du tout, être capable de se dire tiens, en fait, oui, peut-être que je me suis trompé pendant des années sur ça, et que du coup, il y a quelque chose d'autre, être capable de l'accepter, ou au moins de l'accueillir, je pense que c'est quelque chose d'important d'avoir cette capacité-là, du moins. On a déjà bien rempli la timebox, c'est cool. Non, il n'y a pas de souci, ça fait plaisir. Eh bien, je vous remercie, messieurs, pour ce bon moment. Je mettrai naturellement le lien de la chaîne Twitch de Ypon dans la description. Si vous avez d'autres liens, peut-être d'autres contacts à partager, est-ce que, Colin, je sais que tu es peu actif sur les réseaux sociaux, Anthony un tout petit peu plus. Ça peut valoir le coup de vous essayer de vous retrouver sur des Twitter, des LinkedIn. Alors moi, je dirais les Crafters Lyon, puisqu'on est tous les deux à l'orga maintenant. Le groupe Meetup, voilà, venez, on fait un truc par semaine. Franchement, le groupe est incroyable. Alors, on est encore dans notre Global Day d'hier, mais voilà. Et moi, mes réseaux sociaux perso, laissez tomber. Moi aussi, oubliez les réseaux sociaux perso parce que je suis pas du tout actif, je suis plutôt là pour prendre l'info des fois, mais vraiment je suis très peu, j'ai aussi un peu cet hermétisme à ça. Mais par contre, ce que je pense qui est très intéressant, c'est d'aller voir les meet-up, pas que le nôtre, et aller voir plein de meet-up en fait différents, surtout ceux qui sont près de chez vous aussi, parce que nous on est à Lyon, donc on fait des meet-up sur place. Alors il y a des meet-up qu'on fait en ligne, ça va pas durer éternellement, donc c'est bien d'être aussi proche des meet-up près de chez vous. Eh bien, c'est noté, je mettrai tout ça dans les descriptions. Ceux qui m'écoutent régulièrement ont de toute façon déjà entendu parler des Crafters de Lyon. Je remettrai tout ça. Eh bien, merci messieurs, je vous souhaite une bonne journée, à très bientôt. À bientôt, merci beaucoup pour l'invitation, c'était très cool. Et bien, merci à toi. Je vous souhaite une très bonne fin de semaine, à la prochaine pour un nouvel épisode, et d'ici là, geekez bien et codez bien.